Merci à toutes et tous de nous avoir rejoints cet après-midi. On s'est donné un temps jusqu'à 14 heures pour introduire le programme de standards et d'outils ouverts pour le MAS. Je pense que c'est un sujet où il a été participant que beaucoup d'entre vous connaissez et même pratiquez au quotidien. On va avoir deux temps pendant cet échange. Le premier temps en compagnie de Guillaume Cordonnier, côté Capgemini, et puis de Gabriel Plassa, côté Fabrique des Mobilités, avec Amandine Crank qui est excusée aujourd'hui parce qu'elle est malade malheureusement, donc elle ne sera pas parmi nous. Donc on aura d'abord Guillaume Cordonnier et Gabriel Plassa pour revenir un petit peu sur finalement les grands objectifs du programme, comment on en est arrivé là et aussi ce qu'on en attend les uns les autres, et notamment aussi ce qu'on attend des partenaires avec lesquels on a monté ce programme. Et puis le deuxième temps, qui sera le temps le plus important au moins en termes de durée qu'on y consacrera, sera consacré justement à une présentation plus détaillée de la manière dont va se dérouler le programme, de la manière dont les uns et les autres peuvent y jouer un rôle actif, et puis du coup avec une partie questions-réponses plus développée en fonction des besoins. Pour rappel, avant qu'on se présente avec Guillaume et Gabriel, parmi les participants aujourd'hui, on va pas faire de tour de table parce qu'il y a déjà une cinquantaine de personnes au moins connectées, mais en termes de profil et d'organisation, vous connaissez certainement des personnes que vous connaissez déjà, mais on a à la fois des représentants de collectivités d'AOM, on a des personnes qui travaillent dans des organisations qui développent des services de masse privés ou des outils pour le faire. On a aussi un certain nombre de MSP, comme on dit, ou en tout cas de gens qui ont des services de mobilité dans l'autopartage, dans le covoiturage, dans la mobilité électrique, le stationnement, et j'en oublie quelques-uns. Et puis on a beaucoup d'acteurs qui sont chercheurs, experts. On a aussi des associations qui sont représentées et qui ont un intérêt plus large au développement de MAS. Donc bienvenue à toutes et tous. Pour rentrer dans le vif du sujet, j'espère que ça fonctionne encore. On me dit que j'ai été déconnecté. Pour rentrer dans le vif du sujet, on va... Donc, j'accueille Guillaume Cordonnier et Gabriel Plassa qui ont leur vidéo allumée. C'est les premiers dans le quadrillage de vidéo. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Ma première question, et qui va être aussi une manière pour vous de vous présenter, présenter les organisations, mais surtout votre rôle, c'est peut-être de revenir un petit peu l'un et l'autre, chacun avec sa perspective, sur finalement comment on en est arrivé là et qu'est-ce qui a été à l'origine de ce programme et de ce projet, notamment en 2019, avec quelle intention aussi bien la Fabrique des Mobilités que Capgemini et Invent sont mis à coopérer ensemble sur ce programme. Si vous voulez prendre la parole là-dessus, et puis peut-être on pourra développer dans un second temps. Je ne sais pas s'il y en a un qui veut se dévouer en premier. Et l'idée, c'est peut-être à deux voix aussi, puisqu'on est ensemble dans cette aventure, d'où ça vient et le pourquoi finalement de ce programme par rapport aussi à l'existant. Ben, je peux commencer, Gabriel, si tu veux. Je laisse rebondir, évidemment. Donc, en fait, tout commence il y a un peu plus de 2 ans. En fait, on avait organisé avec Gabriel et d'autres partenaires, d'ailleurs, un événement un peu de réflexion sur un peu des sujets, un peu d'innovation, on va dire, et puis de rupture qu'on pouvait trouver dans la mobilité. Donc, on avait fait ça, d'ailleurs, à Paris, là où il y a les bureaux de la Fabrique des Mobilités. Et dans les sujets, on avait 3 sujets, et un des sujets, du coup, c'était autour du compte mobilité. En fait, on partageait à l'époque une idée commune qui était que finalement, il y avait évidemment beaucoup de dynamique sur le MAS, déjà, mais qu'il y avait quand même une complexité à être capable de créer ce qui est, là je laisserai Gabriel compléter évidemment, mais ce que la Fabrique appelle un bien commun. Donc finalement se dire que plutôt que ça soit chacun des acteurs de l'écosystème qui pousse son propre MAS, que ce soit d'ailleurs des acteurs publics ou privés, mais il manquait finalement une logique plus collective qui permettrait d'ailleurs à l'ensemble des acteurs
de l'écosystème, d'éviter de prendre à sa charge des coûts très conséquents pour reconstruire son propre MaaS, avec évidemment des questions, mais on a toujours aujourd'hui, hein, de modèle économique et de se dire finalement, si ça coûte très cher, comment on va répercuter ce coût aux utilisateurs au sens très large. Voilà. Et on avait dans notre brainstorming à l'époque une idée finalement assez simple, qui était de se dire, si on regarde sur un autre champ de politique publique, si on regarde la formation, finalement, il y a un objet qui s'appelait d'ailleurs le compte personnel de formation, et puis qui entre-temps est devenu mon compte formation, et où il y avait finalement une problématique similaire, alors toute proportion gardée, d'avoir finalement une offre qui était assez pléthorique, des entreprises, autres acteurs à l'autre bout qui souhaitaient financer la formation, mais une vraie complexité pour l'utilisateur final à faire le matching finalement entre une offre et puis des droits de formation. Donc notre idée toute simple, c'était de se dire finalement, est-ce qu'on ne peut pas répliquer cette idée du compte formation sur le compte mobilité. Et la principale problématique qu'on avait, c'était que dans le cas du compte formation, finalement, c'est une décision de l'État de financer et de confier à la Caisse des dépôts la réalisation de l'application et puis derrière tout le système informatique d'interopérabilité. Dans notre cas, finalement, on avait, en tout cas au moment où on avait ce séminaire, en tout cas le chemin pouvait sembler long pour arriver à ça. Et en fait, on a profité quelques mois après, en fait, finalement, d'un appel à projet C2E. Donc, je pense que tout le monde ici connaît les C2E, mais en tout cas, voilà, qui est un dispositif financier qui permet à des acteurs privés, finalement, de financer des projets qui ont un impact énergétique positif et ce qui, en échange, entre guillemets, leur donne des crédits d'impôt. Et donc, ce qui était très intéressant dans les C2E, c'est que du coup, on trouvait une solution, en fait, qu'on pouvait trouver un financement, en tout cas, d'une phase d'expérimentation, et tout en gardant l'esprit d'un bien commun, c'est-à-dire qu'on n'allait pas chercher de modèle économique sous-jacent et direct au compte mobilité. Voilà, donc du coup, on a répondu collectivement à cet appel à programme, avec d'ailleurs un certain nombre de soutiens, dont la Caisse des dépôts d'ailleurs, mais aussi des acteurs comme Cityway, comme Kizio, comme évidemment l'ADEME, etc., etc. Et on a été retenu à l'issue du coup de cette phase, à peu près un peu moins d'un an plus tard, à un moment où du coup juste avant en fait le premier confinement. Et peut-être avant de vous raconter la suite qui est structurante, parce que ce qui est important, c'est que du coup dans ce programme initial, on était vraiment très focalisé sur le compte mobilité. On n'avait pas d'ambition à l'époque de standardisation des masses, comme on va en reparler là. Peut-être Gabriel, tu peux peut-être compléter, parce que je sais que côté fabrique, vous aviez aussi un certain nombre de réflexions déjà en amont sur ces sujets. Oui, puis peut-être que nous explique Gabriel, effectivement, pourquoi la Fabrique des mobilités, finalement, s'est lancée dans un tel projet qui, par sa nature, peut paraître aussi éloigné de ce qu'on fait habituellement, notamment parce que voilà, on est aussi dans le développement d'outils qui peuvent être complexes. Je pense que cet aspect-là, il est assez intéressant à explorer. Tu veux toujours parler de nous? Oui. Du coup, l'origine, elle vient d'une démarche qu'on avait initiée sur le covoiturage, le registre de preuve de covoiturage, qui permet de certifier que deux personnes covoiturent. Et en fait, ce dispositif, donc on a initié l'idée, qui a été ensuite repris par une start-up d'État et maintenant qui a rejoint la DGITM. Et donc, c'est intéressant de voir comment une idée, elle progresse auprès des différents acteurs. Mais on a là une première infrastructure numérique publique qui met en relation opérateurs, entités publiques et citoyens. Et si on généralise cette idée-là, en fait, on arrive à l'idée de compte mobilité, d'une infrastructure qui va faire l'intermédiation entre les citoyens, les collectivités, les opérateurs et les entreprises en tant qu'employeurs. Et ce point-là, il est quand même important. On le voit à travers le Covid, l'appli de traçage à la fois avec tous les sujets liés à la privacy.
Et ce sujet, après, on le retrouve dans les standards du MAS, où pour opérer en fait ce système et faciliter que les différents acteurs de la mobilité puissent trouver une zone de coopération tout en laissant des marges de manœuvre, il faut se mettre d'accord sur un certain nombre d'interfaces. Et tout au début de la fabrique, il y avait eu un projet qui n'avait pas vu le jour après, hein, qui s'appelait Catalogue de mémoire, avec Transdev, Blablacar, SNCF, enfin plusieurs acteurs. On avait essayé de les mettre d'accord sur mutualiser un certain nombre de choses, et puis on n'en était pas allé au bout. Et là, finalement, on retrouve cette idée-là de c'est quoi le minimum qu'il faut standardiser pour laisser les parties prenantes se coordonner, mais finalement gagner du temps et permettre aussi aux autorités organisatrices de réduire de la diversité, de standardiser un certain nombre de choses, de mutualiser des développements. Et là, on est bien dans les missions de la Fabrique des mobilités, de travailler sur les communs. Et bien sûr, de ne pas refaire ce qui a déjà été fait. Donc, nous, on va vraiment regarder ça. Qu'est-ce qui aide vraiment les gens? Et donc, la question, c'est dans les différents domaines, de quoi vous avez besoin maintenant et que nous avons intérêt à faire ensemble. C'est cette question-là qu'on découpe et qu'on répète. Et peut-être du coup, si effectivement on prend la suite de l'histoire, donc du coup, il y avait effectivement ces initiatives autour du covoiturage, cette idée de s'inspirer du compte formation, donc cette opportunité finalement autour d'un programme C2E. Ce qu'on avait effectivement poussé du coup dans le programme C2E, c'était vraiment comme l'a dit Gabriel, de créer cette infrastructure ou cette plateforme digitale qui permettrait de mettre en relation à la fois des MAS, des MSP, des entreprises qui veulent financer la mobilité de leurs employés, des collectivités qui font de même, et puis évidemment, in fine, des citoyens qui pourront utiliser. Et en fait, très rapidement, dans la discussion qu'on a eue avec les personnes qui organisent finalement le programme, donc que ce soit le ministère des Transports, le GART, et puis évidemment, c'était une idée déjà un peu en filigrane dans les travaux que mène la Fabrique des mobilités, c'est poser cette question des standardisations, de se dire mais finalement, est-ce qu'on se concentre que sur le compte mobilité, qui est une brique essentielle? Il y avait eu des travaux, alors je crois que la plupart des gens qui sont autour de la table ont participé, des travaux qui ont été menés par le GART et le ministère autour de l'architecture des MAS, qui avait fait émerger finalement 8 grandes briques dans le MAS, dont une brique qui est le compte mobilité, mais d'autres briques aussi. Et c'est poser la question, en tout cas la question que nous posait le ministère Elgard, de se dire mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas avoir une démarche qui embarquerait de manière plus large la standardisation des MAS? Et donc, évidemment, je vous le fais en très raccourci, puisque tout ça a pris à peu près un an, mais est apparue cette idée finalement de faire une extension du programme orientée vers la standardisation des MAS pour du coup être capable de couvrir un spectre plus large et ne pas être limité uniquement au compte mobilité. Donc, du coup, ça, c'est une extension de programme qui a démarré formellement avant l'été. Et du coup, effectivement, on est maintenant dans la phase, on va dire, plus opérationnelle, sur laquelle on va revenir en détail. Mais ce qui a paru important, du coup, dans cette extension, et ce que nous ont demandé le ministère, le GART, l'ADEME, finalement, c'est de voir comment on pouvait utiliser les codes de ce qui avait été proposé sur mon compte mobilité, sur cette standardisation des MAS, donc c'est-à-dire d'avoir, évidemment c'est un sujet, on le sait tous, éminemment complexe, le fait de rentrer finalement dans le cadre des C2E fait que du coup on a une contrainte temporelle de réalisation de choses à l'horizon de fin 2022, ce qui ne veut évidemment pas dire que tout va s'arrêter à fin 2022 et qu'on aura tout fait, ce serait absolument impossible. Mais par contre, du coup, d'avoir une démarche très itérative et agile, ce qu'on utilise sur la partie initiale du programme, avec finalement des noyaux concentriques sur lesquels ça va revenir, mais de se dire, voilà, à un moment, on va prendre quelques territoires pilotes, et donc vous avez dû suivre qu'on a annoncé d'ailleurs sur mon compte mobilité les territoires pilotes au RNTP la semaine dernière, les 2 premiers territoires pilotes, et donc on est bien dans cette logique de dire, on va prendre des territoires prioritaires, on va aussi travailler, parce que tout le monde n'a pas la même maturité, la même énergie à consacrer, donc on va aussi travailler avec
des MSP, des acteurs du MAS, des entreprises, des collectivités qui vont à un moment être prêtes à engager un peu plus d'énergie pour être capables de faire ce premier incrément à l'horizon 2022. Et là où on garde toujours aussi beaucoup d'humilité sur ce sujet, encore une fois complexe, c'est de se dire la valeur, c'est du coup de profiter finalement de ce financement C2E pour tester quelque chose de concret, donc c'est-à-dire tester quelque chose qui va être vraiment utilisé par des citoyens, des entreprises, des acteurs de la mobilité, et être capable finalement, par rapport à cette idée, que ce soit sur le groupe mobilité ou la standardisation, qui était dans l'air, de finalement avoir un bilan lucide sur le fait de dire, voilà, par rapport à l'idée, est-ce que ça marche pas? La réponse sera sûrement pas binaire, donc sur quoi il faut être capable de pivoter si on veut avoir ensuite une généralisation. Je vois passer une question d'ailleurs sur les territoires pilotes. Voilà, la réponse a été mise en séance. Donc effectivement, c'est l'Île-de-France et puis Mulhouse qui sont les territoires pilotes sur le compte mobilité. Peut-être, Gabriel, est-ce que tu veux revenir, ou Guillaume, d'ailleurs, sur y a la manière dont on a décidé de travailler sur le MAS, et puis il y a l'attente effectivement de différents partenaires dans l'écosystème. Quel sens ça a, puisque il y a beaucoup de groupes de travail, beaucoup d'entre vous d'ailleurs participants ici sont dans un ou plusieurs groupes de travail. Comment finalement on trouve notre place à travers ce programme dans le panorama existant, et pourquoi ça a du sens de faire ça maintenant, et comprendre une perspective de plus long terme, comment vous voyez les choses Il y a des groupes qui ont été notamment organisés par le GART. Tu t'entends moins bien, Gabriel. Là, vous m'entendez pas? Ah, parfait. Il y a des groupes qui ont été effectivement organisés par le GART ou qui ont permis d'initier plein de choses, de se répartir le travail dans plein de domaines. On va prendre la suite, ou plutôt on va aider en fait ou amplifier, ou les acteurs qui auront besoin de travailler sur les standards peuvent faire appel à nous. Et donc on prend la suite de ces dynamiques-là pour à un moment donné sortir le standard qui va être le plus utile aux parties prenantes. Donc en essayant de ne pas rajouter de nouveaux groupes aux groupes existants, mais de plutôt les aider. Et donc à l'inverse, on est aussi demandeur d'être sollicité pour identifier vraiment les endroits, à quel endroit et avec quelle communauté on doit mettre le plus d'efforts. Étant entendu qu'il y en a déjà qui sont bien avancés et qui n'ont quasiment pas besoin qu'on les accompagne pour arriver à un standard ou finaliser un standard. Donc ça, c'est toujours ça gagner. Mais après, il y en a d'autres qui sont un peu plus éloignés de l'objectif. Et c'est ça qu'il faut arriver à identifier, je pense, assez rapidement, pour qu'on ne perde pas trop de temps. Moi, en complément, par rapport à ta question, c'est pourquoi maintenant, effectivement, et quelle valeur ajouter. Je pense que c'est important, c'est pour ça qu'on refaisait l'historique avec Gabriel, de revenir à l'origine. Nous, c'était cette idée de dire il y a de la valeur au global pour l'écosystème de créer ces briques communes, c'est commun. Par contre, évidemment, le modèle économique est très complexe par nature, parce qu'on dit c'est des communs, donc ils vont profiter à tout le monde, mais du coup, qui va les payer, etc. Et donc, l'effet d'opportunité, de manière assez claire, c'était ces programmes C2E, finalement, qui étaient fléchés vers la mobilité, et le fait de pouvoir bénéficier de ces programmes pour, à un moment, financer cette expérimentation. Donc, la fenêtre de tir, finalement, dont on dispose, c'est bien la fenêtre de tir du programme, encore une fois, jusqu'à fin 2022. Pour le coup, voilà, on a réussi à avoir la confiance du ministère, du GARD, de l'ADEME et un certain nombre d'acteurs pour être capable de faire ça. Et après, dans nos valeurs, on va dire, respectives, la fabrique pousse ces sujets depuis longtemps de standardisation de biens communs, donc à une profondeur, un historique, et puis finalement un rôle d'animation de l'écosystème, je pense, très légitime. Et puis, du côté de Capgemini Invent, nous, c'est vrai qu'on a un vrai historique dans la construction de plateformes digitales, et en particulier dans la mobilité, sur le MAS, avec un point important sur lequel j'insiste, c'est des questions qu'on a souvent, avec une vraie logique agnostique, c'est-à-dire nous, on n'est pas éditeur, on n'est pas acteur B2C, donc on essaie vraiment, voilà, à un moment, de contribuer à faire avancer ce sujet de standard et de bien commun, mais on n'a pas vocation ensuite à créer un produit et l'opérer dans la durée. Ce qui est d'ailleurs un point très important, c'est-à-dire dans
dans un modèle idéal, effectivement, on se dit qu'à terminaison, le fait de faire émerger des standards permet à chacun des acteurs de l'écosystème d'utiliser directement ces standards et donc de réduire très significativement les coûts finalement d'adaptation. Donc l'adaptation pour un MSP aux masses d'un territoire ou inversement, ou d'une entreprise à des masses, etc. Mais toute la difficulté dans cette histoire, c'est évidemment la transition. Voilà. C'est comment on passe de l'état actuel, où finalement c'est relativement hétérogène, et c'est assez normal, parce que finalement on est sur un sujet qui est quand même assez neuf, et à un état à terminaison où on aura standardisé, alors peut-être pas tout d'ailleurs, peut-être qu'on n'y arrivera pas, il y a déjà des choses standardisées, on va arriver à standardiser d'autres choses, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'arrivera pas à standardiser, mais voilà, c'est comment on accompagne ce mouvement et on facilite le fait qu'à un moment, il y ait une capacité à se rallier aux standards grâce à la mise à disposition de ces briques communes. Justement, tu évoques que les standards et aussi les développements ont vocation à être ouverts dans le cadre du programme. Nous, ce côté fabrique, Gabriel, c'est quelque chose qui est assez important, cette approche pas par les communs. Est-ce que l'un et l'autre, et notamment Gabriel, tu pourrais revenir sur quelles conséquences finalement ça a, le fait d'être dans une logique d'ouverture, et qu'est-ce que ça peut changer, qu'est-ce que ça doit changer, qu'est-ce que ça a comme impact spécifique sur la manière dont on va conduire les choses pendant ces 2 années, quelles conséquences concrètes, notamment sur les outils, sur la manière dont ils sont réutilisables, ce que les uns et les autres peuvent faire avec, de la manière dont ça doit vivre. Une vaste question, Félix-là. Je cherchais à coller personne, oui. Non. Je pense qu'il fallait de plus en plus dans le secteur de la mobilité, maintenant les gens sont bien conscients qu'il faut faciliter les interconnexions entre différentes parties prenantes, parce que sinon les acteurs sont seuls et il n'y a pas de multimodalité, donc c'est bien des interfaces, c'est bien. Donc c'est à la fois une espèce d'évidence technique, mais en opposition, si on peut dire, avec aussi pour certains la nécessité de modèles économiques. Et donc, dans certaines façons, d'une certaine maîtrise de certaines données. Et donc, c'est entre ces deux choses où on va naviguer, à la fois de permettre des modèles économiques de se développer, tout en permettant de développer des standards pour qu'on ait des dispositifs multimodaux, performants, modernes, etc. Donc, ça va être des compromis, de l'écoute, de la compréhension, à chaque fois d'essayer de bien écouter et comprendre les points de vue des différentes parties prenantes et pour arriver sur un espèce d'optimum à la fois collectif et individuel. Donc, on va s'attacher à conduire ce type de démarche collective et bien sûr sans écarter des gens qui auraient des volontés de participer, de s'impliquer. L'objectif, c'est d'être exhaustif. Et après, on a quand même un calendrier. Donc, quand même, donc il faut aussi faire des compromis ou faire des choix pour que les choses avancent, quoi. Pour compléter, il y a un élément qui est absolument, là pour le coup, binaire et factuel, c'est que ce qu'on va réaliser dans le cadre du programme sera mis à disposition de tous. Donc, il n'y a pas de propriété intellectuelle qui serait gardée par Capgemini Invent, par la fabrique. Voilà. Donc, ce qu'on va réaliser va vraiment être mis à disposition de tous à l'issue du programme. Donc ça, c'est très clair et simple à expliquer. Après, je pense qu'il y a une deuxième dimension sur laquelle, évidemment, il faut commencer à trouver le juste équilibre qu'évoquait Gabriel, c'est le fait que c'est de faire ce programme de façon la plus collective possible. C'est le sens de la réunion d'aujourd'hui, d'un certain nombre de réunions. Et bien sûr, évidemment, comme le dit Gabriel, pour être capable de respecter l'échéance à fin 2022, on ne peut pas non plus faire tout le temps avec tout le monde. Puis d'ailleurs, je pense que les gens autour de la table n'auraient pas la disponibilité si on vous disait qu'il y avait une réunion par jour. Donc, c'est là où il faut qu'on trouve le juste milieu. Et d'ailleurs, je pense qu'on est complètement à votre écoute aussi sur le niveau d'implication que vous souhaitez avoir dans ce programme. Donc là, on est vraiment dans cette logique de co-construction. Co-construction, finalement, on va dire en termes de méthode, on va dire de logique plus intellectuelle. Et puis ensuite, il y aura vraiment le fait de tester en 2022. Là, de la même manière, on comprend aisément que
tout le monde ne va pas pouvoir tester. Encore une fois, je pense que tout le monde ne le souhaite pas. Le niveau aussi de maturité des différents acteurs est hétérogène. Donc voilà, il faut faire des choses qui ont du sens. Et c'est là où, du coup, à l'horizon de la fin d'année, il faudra le plus collectivement possible qu'on soit capable d'atterrir sur quel est le bon périmètre de test qui permet aux acteurs qui sont dans le test d'être à l'aise avec ça et qui permet au reste de l'écosystème de se dire finalement, ben voilà, moi s'il y a le test sur ce périmètre, ça m'intéresse et ça me permettra, ça m'apportera quelque chose ensuite dans mon cheminement ensuite pour utiliser ces standards. Merci Guillaume. Avant de passer de rentrer à la suite et en rentrant un peu dans le vif du sujet, dans des choses un peu plus finalement pratiques sur la manière de faire, on a 5 minutes. Si jamais il y a des questions, je me risque au jeu des questions. Vous pouvez, si vous êtes timide, vous pouvez mettre la question dans le chat, il n'y a pas de problème. On peut même préserver votre anonymat si vous le souhaitez. C'est une question d'ordre général, sinon on va rentrer vraiment plus dans le détail de quoi il retourne et comment essayer de structurer le programme. Vous pouvez prendre la parole directement en branchant votre vidéo et votre micro ou dans le chat. Il y avait une question aussi sur le périmètre, peut-être, je vois, de Laurent. Effectivement, une bonne question de Laurent. Guillaume et Gabriel, vous voulez revenir dessus? Ouais. Je vais en fait, à y revenir plus spécifiquement, mais ça peut être intéressant déjà que vous puissiez exactement. La question et avant que Ghislain, puis ensuite Vanessa aussi, reviennent plus en détail sur les modalités, on est reparti effectivement très directement de tous les travaux qui ont été faits par le GART et le ministère, qui avaient conduit, donc peu de teasing, mais qui avaient conduit effectivement à une représentation assez schématique entre des verticales avec des types de MSP, puis des horizontales qui étaient plus sur la chaîne de valeur du MAS. Donc l'idée, c'est qu'on est bien reparti de cet input qui a été fait pour le coup par beaucoup d'acteurs qui sont autour de la table, en se disant, ben voilà, effectivement, quand on regarde ça, on a des zones qui sont déjà couvertes par des standards, des zones pour certaines raisons qui sont probablement les plus compliquées, et puis des zones qui sont entre les deux, donc assez accessibles, notamment le covoiturage, auquel il y a le plus de maturité, mais il y en avait encore d'autres. Donc notre idée, c'était bien de s'appuyer là-dessus. Après, voilà, l'objectif, peut-être qu'on ne couvrira pas tout non plus ces zones intermédiaires. L'idée, c'est encore une fois d'arriver à faire quelque chose à fin 2022 et de vraiment tester quelque chose. Donc, on sera probablement amené aussi à reprioriser sur cette zone, mais je laisse Ghislain et Vanessa après détailler ça dans la deuxième partie. C'est ça. Et juste, après, il faut mentionner que tout ça aussi, on l'inscrit dans les démarches de normalisation de type SEN, etc. Européenne, voilà, pour pas faire des trucs exotiques. Donc, il y a aussi ça à considérer, quoi. D'accord, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer à la suite. Ça va générer probablement davantage de questions. Gabriel et Guillaume, je crois que vous restez dans les parages jusqu'à 14h. Donc, vous serez aussi disponibles pour répondre à des questions si besoin. Merci à Vanessa d'être connectée avec nous. Vanessa Vauquelin, donc aussi de Capgemini Event. On va être amené à présenter à deux voix finalement le déroulement du programme. Je vais commencer par une partie un petit peu introductive sur finalement comment est structuré le programme, et puis après avec Vanessa on rentrera dans le détail du déroulement, les différentes phases et puis les différentes manières de travailler ensemble concrètement. Alors je vais aller assez rapidement sur pourquoi standardiser les interfaces d'IMAS, à la fois parce que vous connaissez bien le sujet, donc, et si vous êtes issu, vous êtes peut-être déjà relativement convaincu, et en plus l'introduction de Guillaume et de Gabriel reprenait déjà un certain nombre d'événements, mais quand même, pourquoi travailler sur des standards de manière générale et spécifiquement dans le cas du MAS? D'abord parce qu'on n'en est qu'au début de l'histoire du MAS quand même. Il y a moins d'une dizaine de MAS en France en fonction des critères qu'on se donne pour définir un MAS. Il y a plus de 200 collectivités d'après le GART qui ont statut d'AOM. Il y a aussi des opérateurs privés qui sont amenés à se développer. Donc en fait, à terme, on a des dizaines ou des centaines de MAS et des périmètres fonctionnels qui sont amenés à évoluer, à aller beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Donc on ne peut pas se contenter de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Faisant des relations ad hoc entre acteurs, sinon c'est pire que de chercher des
l'aiguille dans une botte de foin assez rapidement. Le deuxième aspect, c'est aussi que s'il y a une notion de pérennité des investissements, notamment pour les précurseurs, pour les pionniers, notamment ceux qui travaillent d'ores et déjà sur des sujets de masse, que ce soit l'intégration très poussée du covoiturage ou du travail sur le stationnement et sur la mobilité électrique. Les pionniers, forcément, par définition, n'utilisent pas forcément des standards qui n'existent pas. Ils sont amenés à défricher et quelque part, il y a un enjeu pour ces acteurs-là, publics comme privés, à faire en sorte que ce sur quoi ils ont investi ne soit pas dans 3 ans ou dans 5 ans finalement périmé puisque des standards arriveront. Donc, dans quelle mesure on peut aussi accompagner ces acteurs-là, se nourrir de leur travail pour que peut-être ça inspire aussi des standards et que diminuer la marche qu'il y aura un jour pour eux, mais faire aussi en sorte que ce soit pas un frein justement à l'investissement des pionniers de se dire mais si je suis le premier je vais être le plus exposé, je vais essuyer les plâtres et quelque part à un moment donné, ça se retournera contre moi, je paierai 2 fois. Ça, c'est un risque qu'on souhaite éviter dans le développement du masse. Il y a un troisième aspect qui est quand même aussi l'expérience utilisateur. La question de la standardisation n'est pas qu'une question de plomberie probablement, c'est aussi quelque chose qui doit permettre d'améliorer l'expérience des utilisateurs, alors que ce soit des usagers, des individus, mais ça peut être aussi des organisations entre elles. Faire des nouvelles choses, faire des choses différemment, faire des choses de mieux, c'est quelque chose qui compte et ça fait partie de la promesse non seulement du mass, mais probablement à nos yeux en tout cas de la standardisation du mass. Et puis le dernier aspect, c'est peut-être c'est cette notion d'intérêt général. Le mass, il est important, il est vu de plus en plus important comme dans la politique publique d'un territoire. Les données et services numériques associés, ils peuvent jouer un rôle important dans cette politique publique. Et quelque part, des standards ouverts, ça sert tous les acteurs de manière équitable, acteurs publics comme privés. Ça garantit alors les intérêts de la collectivité parce que ça lui permet pour le lecteur public de comprendre dans quelles conditions vous allez pouvoir finalement mettre en œuvre une politique publique en s'appuyant sur des outils numériques et en ayant une visibilité et des garanties de long terme comme on le disait. Mais plus globalement, le fait d'avoir des standards ouverts, ça assure aussi à tous les acteurs la possibilité d'avoir une place dans le mass, puisque le mass ou les masses, c'est pas quelque chose de défini aujourd'hui entièrement. Il y a plein de modèles différents, il y a plein de cas d'usage. Et c'est important à nos yeux, et c'est pour ça que c'est une démarche ouverte aussi, c'est de donner une place à tous les acteurs historiques, les acteurs nouveaux, les acteurs qui n'existent pas encore, les acteurs qui ont développé des nouveaux modèles. Voilà. Du coup, le problème de standardisation qu'on va t'amener à développer, Vanessa, juste derrière, notamment en termes de planning et de structure, il y a trois grands principes en fait dans le programme tel qu'il est défini et financé. Le premier, c'est cette convergence de travaux existants qui a été évoquée tout à l'heure par Gabriel et Guillaume. C'est-à-dire, bien sûr, heureusement, on n'est pas en train de repartir d'une feuille blanche, de repartir de zéro. Il y a beaucoup de choses existantes, notamment par métier, dans le cadre des travaux du GART, des travaux de standardisation qui sont en cours. Ce matin, c'était la mobilité électrique, il y a le stationnement, il y a l'autopartage, le covoiturage et un certain nombre d'autres secteurs. Bien sûr, transport public de longue date. Il y a aussi un certain nombre de pratiques et d'expériences, comme je l'évoquais, il y a des projets qui sont déjà sortis de terre, qui existent déjà, aussi bien sur des sujets de mobilité que des sujets d'intégration de services de mobilité dans un mass. La question finalement aujourd'hui, c'est comment tout ça peut aboutir à la fois des pratiques communes pour construire un mass. Chaque mass peut-être est différent, chaque projet est différent, mais est-ce qu'on peut avoir des pratiques, des bonnes pratiques, des architectures, des outils qui soient communs pour aller dans une même direction, de même que lorsqu'on construit un pont aujourd'hui, les ponts peuvent être différents les uns des autres, mais il y a des bonnes pratiques, il y a des matériaux qu'on utilise, il y a des techniques qu'on utilise, et on ne fait pas un pont n'importe comment. Bah, finalement, sur le mass, on a le même sujet qui se pose. Le deuxième aspect, j'ai un petit bruit de fond, je sais pas. Il y a peut-être quelqu'un qui va devoir couper son micro, je ne sais pas si c'est Gabriel ou Vanessa. Dans le deuxième sujet, c'est on peut apporter des standards là où il y a des manques. Là où il y a des choses qui ne sont pas complètes. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas qui était. Je me suis permis de muter certaines personnes. Donc,
dans notre programme, on a une partie collaborative effectivement pour initier des interfaces communes. Qui dit interface commune, il faut être d'accord sur ces interfaces, donc quelque part de fait forcément aboutir à une forme de standard autour de ça. Il ne s'agit pas soit de l'inventer si c'est vraiment nécessaire, soit s'inspirer de choses existantes, que ce soit d'initiatives européennes ou de pratiques d'acteurs qui ont déjà mis en place des choses et qui pourraient resservir à tout le monde si les acteurs jugent que c'est pertinent. Voilà, il y a beaucoup de choses dont on peut se nourrir au niveau national et européen. Il y a peut-être des choses à compléter. C'est aussi l'objet du travail qu'on est en train de faire en ce moment avec plusieurs d'entre vous, et vous êtes tous invités à y contribuer. C'est d'ici novembre, voilà, être au clair sur ce qu'il est possible de faire, ce qui existe déjà et qui est à disposition, ce sur quoi on peut s'appuyer ou qu'est-ce qui est éventuellement à créer avec le génie français qu'on se connaît. Et le troisième pilier de notre action, c'est cet aspect vraiment terrain, pilote. Finalement, puisque beaucoup de choses existent, la convergence, ça passe non pas simplement par se mettre d'accord peut-être sur tel ou tel standard ou tel type d'interface, c'est surtout finalement de faire atterrir dans les projets et moins à l'état d'expérimentation finalement que de premier déploiement. Je dirais à mes yeux, c'est surtout les premiers projets qui s'appuient sur tel et tel standard, sur telle et telle pratique et qui quelque part ouvrent la voie aux autres. Y compris éventuellement dans l'usage d'outils qui viennent faciliter cette mise en œuvre des standards. Il y a plusieurs possibilités à déterminer ensemble, avec des garanties justement sur le fait que ces outils, ces standards, ils sont ouverts, ils auront une pérennité qui sera garantie et qui va faire l'objet d'un travail spécifique pour que les uns et les autres aient une visibilité, y compris pour pouvoir investir sur ce que va être la suite. Hop. C'est là, il y a des petites couleurs. Ça, c'est un élément de contexte, mais ça a déjà été évoqué, et je vais passer assez vite, c'est le schéma auquel faisait référence Guillaume tout à l'heure, lorsqu'il évoquait les travaux du GART, et notamment par grand thème de la mobilité, avec voilà, des travaux existants sur les questions de réservation, d'information voyageurs, éventuellement aussi jusqu'à la facturation et la facturation. Et nous, notre spécificité, c'est à la fois cette notion de compte mobilité et quelque part ce qui est à l'interface des différents sujets. Le compte mobilité, ou de manière générale, la manière dont on s'authentifie, la manière dont on crée l'interopérabilité entre des services, on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas propre qu'au covoiturage ou qui n'est pas propre à faire du stationnement, que c'est quelque chose qui doit aussi faire l'objet d'un accord plus commun. Et comme je l'évoquais, donc on s'appuie pour ça actuellement sur un benchmark en cours européen international sur des initiatives de standards de masse. Il y en a aux Pays-Bas, il y en a en Angleterre, il y en a dans d'autres pays européens. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer? Certains acteurs, certains d'entre vous d'ailleurs, utilisent parfois déjà ces standards d'API dans leurs projets. Et puis, il y a le travail qu'on fait ensemble, qu'on a commencé avec certains d'entre vous et qu'on va poursuivre, pour finalement répondre à ces questions de ce qu'évoquait Guillaume tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas tout standardiser dès maintenant, on ne va pas tout faire, donc on a besoin de priorités. Donc c'est quel standard, pourquoi faire, c'est-à-dire pour quelles raisons on choisit de travailler sur tel et tel sujet, parce que c'est prioritaire pour les uns et les autres, parce que ça doit rendre service, et comment on le fait, peut-être pas uniquement en écrivant du papier, c'est avec des outils qu'on va pouvoir développer ensemble. Et puis la question de moyen long terme qui est, mais pour que tout ça vive, il faut qu'on pense au modèle économique, à la gouvernance qui va avec, parce que si ça s'arrête fin 2022, ça n'a pas de valeur pour les uns et pour les autres. Je passe la parole à Vanessa, du coup, pour introduire plutôt la notion de déroulé du programme, et puis après, on pourra prendre peut-être des questions s'il y en a, avant de passer à la partie comment les uns et les autres s'impliquent. Vanessa, je te passe la parole sur le déroulement. Oui, merci Ghislain et bonjour à tous. Donc effectivement, en termes de structuration du programme, on s'inscrit complètement dans le cadre du programme C2E qui va jusqu'à fin 2022 et on articule le programme autour de 3 phases clés. Une première phase qui est une phase de cadrage qu'on va mener avec l'ensemble de l'écosystème, donc à la fois les éditeurs de masse, les AOM et puis bien sûr les MSP, les services de mobilité, de manière à définir à la fois les opportunités de standardisation qui existent, mais aussi les conditions de mise en œuvre de cette standardisation, notamment dans l'optique, comme on l'a dit auparavant, de pouvoir tester des choses concrètes dès 2022. Donc, l'élément clé, effectivement, de cette phase de cadrage, ça va être cette capacité à avancer aussi rapidement avec un petit groupe d'acteurs qui vont pouvoir concrétiser des choses dès 2022. Et de manière à pouvoir du coup travailler avec des territoires pilotes
qui vont permettre d'enclencher la dynamique rapidement. Ce qui va être intéressant aussi sur cette phase de cadrage, c'est qu'on va du coup, au-delà de ces acteurs qui vont pouvoir concrétiser des choses dès 2022, on va pouvoir du coup travailler avec l'ensemble de l'écosystème pour réfléchir justement aussi dans une logique plus long terme, plus moyen terme, long terme, aux standards qu'on va pouvoir intégrer au fil de l'eau. La tranche 2, c'est le développement des premières interfaces standardisées sur des territoires pilotes. Du coup, ça va être aussi la préparation de ce déploiement, du déploiement de ces premiers standards sur les territoires pilotes. En parallèle de cette phase de réalisation, comme je le disais, on continue la réflexion avec l'ensemble de l'écosystème sur l'élaboration des standards, de manière à pouvoir intégrer de manière itérative, agile, comme le disait Guillaume en introduction, les standards qui seront définis au fil de l'eau, et pouvoir les réaliser dans le cadre du coup de cette tranche 2. Et enfin, on a la tranche 3, qui est la tranche de déploiement et de bilan du projet, dans laquelle on va s'intéresser du coup effectivement à ce qu'on retient de cette expérimentation, à ce qui a bien fonctionné dans le test, ce qu'il faut poursuivre en termes de travaux de standardisation. Et on a souhaité aussi du coup bien faire figurer une phase qui est au-delà de fin 2022, qui est la phase de pérennisation et de maintien finalement de ces communs, qui est cher aussi à la Fabrique des mobilités, et qui va être justement toute la réflexion autour de la bonne gouvernance du modèle de financement pour maintenir ces communs dans la durée. Comme le disait Ghislain tout à l'heure, tout ne s'arrête pas en 2022, sinon effectivement la démarche serait un peu vaine. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi pérenniser ces travaux au-delà de 2022. Donc, on s'appuie bien sûr dans ce travail-là sur un certain nombre d'éléments existants. D'éléments bien sûr de cadrage du GART que Ghislain a évoqué, d'éléments de benchmark à l'international, mais aussi potentiellement d'expérimentations qui ont déjà été menées avec certains territoires pilotes, et notamment potentiellement d'expérimentations qui ont été menées avec notamment l'Île-de-France. Donc, l'idée, c'est partant de cet existant, d'essayer de capitaliser et de bâtir au maximum sur du coup cela pour imaginer les standards de demain. Merci Vanessa. Je pense que c'était très clair. Je n'ai pas forcément grand-chose à ajouter, y compris sur la partie au-delà de 2022, ce qu'on a déjà évoqué. Vanessa vient d'en reparler, mais peut-être plus sympa. Si j'ai un seul message par rapport à cette partie-là, c'est que autant notre programme il est borné dans le temps et tout ce qu'on fait est borné dans le temps à ce stade, mais quelque part notre focus principal il est justement sur la préparation de ce qui se passe après. Et la préparation c'est avant tout déjà ce qu'on va développer comme outil, parce que c'est autant il y aura on pense un certain nombre de territoires et d'acteurs pilotes dès 2022, c'est l'objet. Mais la majorité des acteurs qui seront impliqués, utilisateurs, ils le seront après 2022. Donc, c'est bien ça aussi qu'on prépare en 2022. Et de manière plus générale, on prépare toutes les conditions, aussi bien de gouvernance, de modèle économique, des conditions aussi techniques et de partage entre acteurs, pour que ce qu'on fait en 2022 soit quelque chose qui amorce la pompe finalement de masse basée sur des standards ouverts. On en revient à cette notion de convergence qu'on évoquait tout à l'heure. L'essentiel en fait du travail, il est fait par vous et par d'autres dans les différents groupes de travail. Nous, on a un petit rôle de catalyseur qui nous a été proposé à l'intersection finalement de tous ces travaux pour aider à leur mise en œuvre concrète et finalement amorcer la machine et faire en sorte que ça porte ses fruits finalement au-delà de 2022, même si nous on a un objectif évidemment en 2022 de montrer déjà des premiers fruits à travers les pilotes, mais les fruits seront réels effectivement au-delà de 2022 et c'est une partie intégrante de notre programme de travail effectivement, cette préparation après 2022. Alors Ghislain, je crois qu'on a une question effectivement. Peut-on tester actuellement le PMV de la tranche 2 s'il est disponible? Alors en fait, les travaux de réalisation n'ont pas encore commencé. Donc effectivement, actuellement,
le test n'est pas possible. Par contre, si vous êtes volontaire, effectivement, nous vous invitons à rejoindre la réflexion pour justement cadrer ce qui va être testé dans le PMV et donc préfigurer justement ce test en 2022. Donc le lien d'inscription, c'est dans 15 minutes à peu près pour être le testeur de la PMV tranche 2. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, on est dans cette phase où, alors, il y a déjà des bases et des choses qui sont identifiées, mais il y a aussi cette idée de définir, de prioriser ensemble, à la fois collectivement, mais aussi dans un travail spécifique avec des porteurs de projets, hein, forcément, ce que sont ces priorités, sur quoi on travaille en premier lieu, sur quoi on se concentre. Et ensuite, ça ira finalement assez vite, de manière itérative et avec des choses pendant l'hiver, au printemps, jusqu'à l'été, progressivement. Alors, est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vous propose qu'on passe justement sur la suite. Alors, finalement, l'objet même de ce webinaire, en tout cas à nos yeux, hein, c'était non seulement de vous présenter ce qu'est le programme aujourd'hui tel qu'on l'a conçu et tel qu'on est en train de développer, mais surtout, finalement, d'évoquer avec vous la manière dont on peut travailler ensemble, donc vous pouvez vous impliquer, et dans quelle mesure aussi le programme il peut être à votre service, en tout cas apporter des choses dans votre activité, hein, que ce soit pour déployer un MAS, pour intégrer vos propres services dans des MAS, ou pour créer d'autres choses qui sont en périphérie des MAS. Concrètement, il y a trois grandes manières de faire et qui sont d'ailleurs qui peuvent se combiner, hein, qui ne sont pas forcément mutuellement exclusives. La première qui a déjà été évoquée par Vanessa, c'est une implication finalement de porteurs de projet, que vous soyez côté AOM, côté collectivité, vous êtes en train de déployer un MAS et du coup là on a des choses à faire ensemble, mais aussi, ça concerne aussi des opérateurs de MAS ou des opérateurs de mobilité qui sont prêts d'ores et déjà finalement à utiliser ou à expérimenter des standards qui rendent possible le MAS, à travailler sur des notions de contrôlabilité et d'interopérabilité, et quelque part à ce qu'on travaille ensemble, non seulement en chambre, mais aussi dans l'action sur 2022 pour, comme l'évoquait M. Charifi tout à l'heure, finalement être dans ceux qui, alors pas en octobre 2021 parce que le code n'est pas encore là, mais à partir de janvier 2022 en tout cas, peuvent être dans cette logique de tester, utiliser, implémenter des outils et des standards qui sont l'objet du projet. Ça, c'est vraiment le premier format de contribution, donc une logique très active et avec déjà une capacité finalement à court terme, parce que des projets sont déjà engagés, parce que vous êtes déjà sur des programmes de ce type, avec une expérience finalement à être contributeur direct. Le deuxième mode de contribution, il s'adresse à la fois des territoires, mais aussi des acteurs de la mobilité qui sont justement déjà en train de travailler sur le sujet, qui quelque part en termes de réalisation sont en capacité de faire les choses en 2023, en 2024, donc ce qui est finalement pas dans si longtemps que ça, mais qui sont finalement plutôt sur des phases de conception d'un projet, de cahier des charges typiquement, ou alors qui sont en capacité d'intégrer à leur roadmap un opérateur de covoiturage, d'autopartage par exemple, qui est capable aujourd'hui de dire moi je suis prêt à intégrer effectivement à ma roadmap produit le fait d'être compatible avec certaines interfaces standards, et du coup en 2022 en fait l'implication dans le programme lui permet en avance de phase déjà éventuellement de participer à la spécification de certaines interfaces qui vont le concerner, mais aussi d'être en avance de phase pour pouvoir finalement intégrer ces travaux et les rendre concrets en 2023. Dans le cas de l'AMI avec les territoires, ça veut dire aussi une capacité à travailler en commun vraiment dans les deux sens, c'est-à-dire nous, à travers l'écosystème avec lequel on travaille, amener à des collectivités partenaires une vision aussi complète de ce qui est en train d'être fait, des standards qui vont être disponibles, les outils qu'on va développer, comment ils peuvent, on va dire, dès maintenant, dès 2022, compter dessus pour 2023, hein, et typiquement mettre dans un cahier des charges, je vais utiliser tel standard, je vais utiliser tel outil, parce que je sais qu'il va être disponible en 2022, donc en 2023,
je peux le demander à mes partenaires, à mes prestataires. Donc c'est ce type de coopération qu'on peut avoir, et c'est dans les deux sens, parce que bien sûr c'est aussi des acteurs comme pour le premier type d'engagement qui font déjà des choses, qui ont déjà développé une expertise, et qui ont déjà des cahiers des charges, des demandes, des attentes. Et du coup, la démarche de standardisation et d'outils concrets, elle doit répondre à ça en fait. Elle est pas dans l'éther, hein, elle vise vraiment finalement à répondre aux attentes des uns et des autres, et à faciliter les projets. Donc quelque part, rien de mieux que de partir des projets aussi excitants et en cours pour s'assurer que ce qu'on fait est bien en train de répondre aux besoins. Et puis le troisième forme d'implication, hein, c'est une notion de communauté d'intérêt qui peut concerner beaucoup d'entre vous. C'est à la fois évidemment peut-être une notion d'information par rapport à ce qu'on fait, de suivre nos travaux, mais c'est aussi des sollicitations peut-être ponctuelles et thématiques dans une logique de guide de référence. Le guide de référence, c'est le complément du côté standard. Le standard et les outils, c'est finalement un plan technique indispensable. Le guide de référence, c'est ce qui fait le lien entre des politiques publiques ou des stratégies d'acteurs et le plan technique. Et en fait, le lien entre les deux, c'est que les choix qu'on fait en matière de standard, les choix qu'on fait en matière d'architecture, de technologie, ils rendent possible un certain nombre de choses. Au contraire, ils ne rendent pas possible d'autres choses. Du coup, comment on peut avoir un guide qui n'est pas simplement une documentation technique des standards, qui existe forcément, mais l'outil intermédiaire, notamment pour les décideurs, pour les concepteurs, qui donne accès à toutes les ressources thématiques. Et ça, c'est quelque chose qui à la fois on va concevoir avec les acteurs les plus impliqués, qui ont déjà des projets, mais qu'on va aussi concevoir à partir finalement des attentes, des questionnements de ceux qui travaillent à plus long terme ou de manière plus périphérique sur le MAS, qui ont des questions, qui ont des attentes, qui ne sont pas forcément dans des projets spécifiques à très court terme, mais qui peuvent avoir cette contribution-là. Et du coup, aussi avec un format d'implication adapté, des contributions ponctuelles qui visent à être moins chronophages, parce qu'il y a déjà cette groupe de travail, il y a déjà d'autres formes de contribution. L'idée, c'est d'être vraiment complémentaire et d'être le plus spécifique possible pour être à la fois pertinent, mais aussi économiser le temps et l'énergie de chacun. Peut-être, Ghislain, ce qu'on peut préciser Oui, aussi Madame par rapport à ces trois types de contributions, donc très concrètement, hein, effectivement, on va vous demander de vous manifester et de manifester votre intérêt pour l'un de ces trois types de contributions. Sur les deux premières, ça pourra prendre la forme d'une convention de partenariat, donc d'un engagement réciproque, on va dire, à la fois de votre part et de la nôtre, sur les territoires qui seront les plus impliqués, on va dire, dans la réalisation. Notamment en 2022. Et puis le troisième type de contribution, c'est une contribution très ouverte, effectivement, sans engagement aucun de la part des participants. Tout à fait. On a une question que relaie Yann Bergamaski, qui fait partie de l'équipe de la Fabrique, qui a échangé notamment avec des associations comme Famille Rurale, et qui du coup pose la question finalement la question d'acteurs périphériques, au sens ne sont pas des acteurs ni de la mobilité ni du MAS de Notam, mais qui en fait perçoivent, et j'ai cru comprendre que c'était le cas je crois qu'il y a peut-être un représentant aujourd'hui de l'association Famille Rurale, mais qui perçoivent l'intérêt de ce type de projet de démarche pour répondre justement à des problématiques qui sont peut-être pas toujours strictement de l'ordre de la mobilité, qui peuvent être dans le secteur de la santé ou des questions liées au territoire. Je ne sais pas si la personne est là de l'association Famille Rurale et éventuellement veut prendre la parole ou évoquer en quelques mots comment vous percevez le sujet. Mais en tout cas, c'est une véritable question. À mes yeux, en tout cas, le rôle d'un programme comme celui-ci, c'est aussi de ne pas s'arrêter. Bien sûr qu'on a un focus sur les verticales, la structure du programme qui est issue de travaux en coopération avec le GART et de beaucoup d'acteurs, mais la valeur finalement du MAS et à travers ça la standardisation, c'est d'ouvrir des portes sur d'autres domaines et de nouveaux acteurs. Je peux prendre un exemple qui vient, un exemple récurrent qui revient dans des échanges notamment avec des territoires, c'est le besoin d'envisager des coopérations justement entre territoires, pas seulement d'ailleurs entre par exemple régions et agglomérations, mais aussi entre territoires voisins. Et il se trouve que la plupart du temps on a toujours des voisins, à moins d'être une île éventuellement. Et du coup dans la pratique des projets,
beaucoup de choses à l'échelle d'un bassin de vie, en termes de mobilité, mais aussi d'organisation du système de soins. Je sais que Yann travaille beaucoup là-dessus. Requiert des formes de coopération qui aujourd'hui sont complexes à mettre en œuvre. Et pour le coup, le fait d'avoir des standards dans le MAS, c'est-à-dire finalement de rendre plus facile soit de connecter des comptes utilisateurs entre services, soit de combiner des services de mobilité ou de transport public entre différents territoires qui ont différentes organisations. Ça peut être un vrai outil au service de politiques et de projets très, très concrets. Je crois qu'il y a une autre question sur comment définissez-vous l'éditeur de masse. Donc, c'est en fait au sens d'acteurs technologiques qui construit des briques de masse. Je pense que derrière votre question, il y a le fait qu'il y a des acteurs qui sont potentiellement impliqués, qui ne sont pas sur toutes les briques du masse, peut-être plus spécifiquement sur certaines parties comme la billettique. Et en fait, de manière très ouverte, effectivement, tous les acteurs, tout ce type d'acteurs nous intéressent dans la réflexion, parce que comme le montrait Ghislain tout à l'heure, en fait, fonctionnellement, on est sur des périmètres de services qui vont toucher finalement tous les domaines d'un MAS. Donc, tous les acteurs qui participent à ces domaines sont intéressants dans la réflexion. Tout à fait. Et en fait, pour compléter, Yassir, tu fais partie de notre case éditeur de masse de par ton produit et ton service, puisque finalement, on met dans cette catégorie un peu générique, finalement, tous les acteurs qui sont justement entre les opérateurs de mobilité et les acteurs qui mettent en œuvre un MAS, que ce soit d'ailleurs un MAS privé ou public, donc qui fournissent les briques pour le faire. Alors, soit qui fournissent des services d'intégration, qui fournissent des interfaces, qui fournissent du traitement de la donnée, qui fournissent des fonctionnalités d'analytics, qui fournissent tout ça ensemble, voilà, donc ça vous concerne. L'idée, c'est que, bien sûr, il y a une diversité d'offres de services en la matière, mais l'idée, c'est que votre rôle, et on peut d'ailleurs en discuter, il est justement, c'est un rôle d'intermédiaire au milieu de tout ça. Et en cela, c'est une caractéristique importante, y compris en termes d'attentes que vous pouvez avoir, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles des MSP, des acteurs de mobilité ou d'acteurs de celui qui, on va dire, opère un MAS global. Qui amène d'ailleurs peut-être à la question de Noé, de Klaxit, sur le fait est-ce qu'il faut être forcément lié à une AOM. Alors pas forcément. Alors l'AMI, on l'a volontairement effectivement adressé spécifiquement, on va dire, à des territoires, parce que d'abord beaucoup de projets de mobilité s'incarnent sur un territoire très souvent, même pour des acteurs, des opérateurs nationaux comme Klaxit. Donc ça, c'est un premier aspect, et parce qu'il y a une logique de soutenir des projets à l'échelle territoriale, mais il y a aussi une logique de coopération, y compris par rapport à des développements, qui peut tout à fait être à l'échelle nationale et qui peut tout à fait être avec un ou des opérateurs, notamment parce qu'un certain nombre d'outils qu'on est amené à développer de standards ont pas vocation à être territoriaux spécifiquement, justement. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir une coopération de type AMI, ou même dans le cas de l'AMI, qui ne soit pas forcément sur un territoire. Si vous dites, en fait, nous, cette fonctionnalité-là et cette interface, on va l'intégrer directement pour tous nos produits et la rendre disponible partout, c'est très bien. Après, la question, c'est que probablement que si c'est dans votre produit, à un moment donné, ça va être rendu disponible pour certains de vos clients, tout ou partie, et donc du coup, on retourne sur une logique territoriale. Mais voilà, il n'y a pas d'empêchement par rapport à ça, ne nous limitons pas. Et les contributions, est-ce qu'il y a aussi des financements CE? Alors, c'est deux. Donc, nous, on a une capacité à apporter des outils, à apporter des choses sur les interfaces. Donc c'est vraiment la partie qui est financée avant tout. Non, nous, cette partie du programme, elle a pas de financement propre pour financer les développements d'acteurs tiers a priori. Ceci dit, il y a un certain nombre de programmes de financement, aussi bien pour acteurs publics que privés, qu'on a commencé à pré-identifier, notamment avec Gabriel Plassa, par des guichets type France Relance, ADEME, sur lesquels du coup on est partant pour se positionner justement avec des partenaires publics ou privés dans le cadre des projets pour qu'ils puissent aussi obtenir des financements complémentaires. Et là, c'est là où il faut rentrer bien sûr à l'échelle du projet pour se dire en fait qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire et du coup dans quelle mesure l'un ou l'autre programme de financement sera susceptible d'apporter, notamment parfois pour des budgets qui ne sont pas toujours très conséquents, hein. Parfois on parle de 5 000 euros. On a des possibilités en la matière, donc on peut continuer de se parler. Une remarque de David Lenné. Voilà. Donc effectivement, la standardisation du ticketing est un élément essentiel, absolument, et c'est tout à fait dans le périmètre de notre réflexion.
sachant qu'on vise aussi à s'appuyer sur plein de choses existantes en la matière, heureusement, parce que le sujet étant assez complexe, surtout dans certains domaines, heureusement qu'il y a des choses qui ont avancé. Peut-être pour compléter, d'ailleurs, Noé, juste sur la dernière partie de ta question, et je pense qu'elle est importante au-delà même du covoiturage. Comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a ces groupes, et je peux revenir d'ailleurs en arrière dans la présentation, il y a ces groupes existants, hein, et notamment la partie, pour l'instant porte l'ancien nom, mais en tout cas sur la partie covoiturage, une notion de standardisation verticale, en deux sens, hein, c'est les acteurs du covoiturage et leurs partenaires et clients qui se réunissent dans ce groupe et on discute, on travaille ensemble pour faire avancer les choses. Et puis, il y a un certain nombre de sujets, et c'était d'ailleurs notamment un des sujets dans le dernier RGT auquel tu as participé, où finalement, quand on parle de connect, de notion de comment on connecte des utilisateurs entre différents comptes de mobilité. Certes, il y a une partie qui peut être par métier, mais en fait, à un moment donné, on est sur quelque chose qui est justement multimétier, sachant que les acteurs du stationnement, les acteurs de mobilité électrique, les acteurs du covoiturage ont des backgrounds et des outils qui sont très différents. Donc, du coup, il y a quand même l'idée qu'à un moment donné, on va avoir besoin de trouver des solutions par rapport à cette diversité. Alors, il y a plein de messages dans le chat, tout le monde se réveille. On me demande en privé, de manière totalement anonyme, s'il y a des acteurs de la normalisation qui sont impliqués dans la démarche. Donc, il y a des échanges. Alors, déjà, Benoît Chauvin-Dugart est impliqué à la FNA, si je ne me trompe pas. Donc, en ce sens, il crée un pont. Et pour ce qui est de la partie CEN, c'est là où on a une coordination à ce stade et on espère aller plus loin. Mais pour l'instant, on a une coordination. On s'est parlé avec plusieurs acteurs impliqués dans la normalisation européenne sur des sujets autour de mes textes, mais plus globalement autour de ce qu'on peut faire. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a une dimension benchmark, enfin un travail de benchmark qui est mené actuellement et d'échange avec ces acteurs plus spécifiques pour bien comprendre ce que sont les démarches en cours et ce que sont les possibilités. C'est-à-dire que aussi ce qu'on va faire, dans quelle mesure est-ce que ça s'inscrit dans un cadre autre et plus large, avec ce souci de se dire comment on fait en sorte, la pérennité, elle vient aussi là. Ça suffit pas éventuellement on finance la pérennité de ce qu'on fait, c'est que il faut aussi que ça rentre dans un cadre notamment européen et même international, mais surtout européen. Et ça fait pleinement partie de la réflexion. Donc on est aussi preneur de contact aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il sera possible de constater un stade du benchmark? Bien évidemment. Voilà, on a évoqué le fait que le code allait ouvert, mais évidemment nos productions vont aussi être ouvertes, c'est évidemment encore plus facile. Donc le benchmark, on doit l'achever d'ici la fin du mois de novembre. Enfin, il est en cours de réalisation et il sera entièrement publié en décembre, dès qu'il sera disponible, mais voilà, à la fin de l'année. Donc oui, la réponse est oui. Et on est aussi preneur de contributions là-dessus, hein, mais voilà, si vous avez des choses j'ai l'impression qu'il faut absolument qu'on n'oublie pas quelque chose, une initiative, une approche de standardisation. On fait notre travail aussi, mais il ne faut pas hésiter à nous solliciter là-dessus. Est-ce qu'on fait référence à un registre, Nicolas, sur VLF, autopartage et floating? Est-ce qu'on a évoqué un registre? Je veux bien que tu précises ta question, Nicolas, pour être honnête. Oui, pardon, c'était sur la diapositive que tu présentais, Ghislain. Ça, là? Oui, c'est ça, ouais. Sur la colonne VLS autopartage flux floating, Observatoire des mobilités. Eh ben, c'est pas moi. Mais bon, c'est pas moi qui suis à l'origine de ce tableau. C'est issu des travaux du GART, qui d'ailleurs mettent l'accent sur les textes plus que sur d'autres standards, mais c'est un autre sujet. Et tu disais qu'il y a l'étude d'un registre. Apparemment, c'est une étude à ce stade puisque l'existence d'un registre. Mais j'imagine que ça fait référence à ce qui existe déjà sur le covoiturage en termes de registre de preuves. De manière générale, en tout cas, sans me prononcer sur ce qu'il y a ce qui était l'intention de celui qui a écrit cette case, et je ne sais pas qui était cette personne. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a une attente de plusieurs collectivités locales exprimées finalement d'avoir une vision plus importante des usages de mobilité. Et je pense que c'est aussi l'objet de discussions et même parfois de tensions peut-être entre opérateurs et collectivités et acteurs publics sur finalement jusqu'à quel point un acteur de la mobilité accepte de partager des données
sur l'usage, enfin, voilà, sur les usages sur sa plateforme ou sur son outil. Et que ça peut faire partie du sujet. Alors, sur le covoiturage, finalement, le point d'équilibre, il y a un point d'équilibre qui a été trouvé, qui est lié notamment au financement par les collectivités effectivement, de ces trajets, qui justifie évidemment le registre de preuves, voire le rend nécessaire. Je ne me prononcerai pas aujourd'hui sur ce qu'il en est sur l'autopartage, mais en tout cas, c'est une couche où ce genre de réflexion peut avoir lieu, enfin, voilà, de manière théorique en tout cas. Et après, de manière pratique, je ne sais pas où ça en est sur la partie autopartage, si ça en est que ce soit quelque part sur l'autopartage VLS. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs collectivités qui nous ont redit ces derniers jours que c'était un sujet, pas spécifiquement pour l'autopartage, hein, mais par rapport à l'ensemble des mobilités, sur lequel ils ont des attentes et sur lequel aussi il me semble qu'il y a un certain nombre de travaux réglementaires. Ok, non, mais enfin, je permets de tilter sur le sujet parce que j'ai déjà compris qu'il y avait eu des discussions, mais enfin, au niveau de l'association des acteurs d'autopartage, on a rencontré un certain nombre de collectivités qui ont remonté le besoin d'effectivement être en capacité de mieux comprendre les usages. Nous, par exemple, on travaille avec Île-de-France Mobilité, avec lesquels on partage un certain nombre d'informations dans le cadre de la labellisation. Mais pour moi, c'est loin de la question du registre et sachant qu'il pourrait y avoir un sujet registre, comme le registre de preuves avec un objectif de participation de la collectivité. Mais je crois utile d'intégrer les opérateurs d'autopartage parce que j'avais participé tous les GT du MAS gouvernance du CART et ça n'a pas été évoqué et ce n'est pas évoqué au sein de l'association des acteurs d'autopartage qui a eu une réunion ce matin. Donc voilà, je suis juste un peu surpris que ça apparaisse ici et alors, juste que les acteurs d'autopartage soient informés. Ouais, d'accord. Outre le fait que c'est un copier-coller d'un tableau du GART, ce qu'on peut peut-être en dire, c'est simplement qu'en tout cas, cette couche-là, entre guillemets, enfin oui, couche même SAV et de certains de mobilité, c'est plutôt, nous, c'est pas dans le scope de notre projet, de notre programme, en tout cas pas directement. Nous, on est plutôt concernés par la couche là du haut, finalement, conformité au sens large du terme, et le lien que ça a avec les notions de réservation et éventuellement de recherche d'itinéraire, mais en lien du coup avec les travaux existants. Nous, voilà, en tout cas, le périmètre de notre projet, il est plutôt à ce niveau-là et il est moins sur les deux lignes du bas aujourd'hui, quoi. Donc, c'est un moyen de... mais c'est peut-être intéressant d'investiguer est-ce qu'il y a des gens qui étudient un registre dans l'autopartage. Oui, peut-être en complément. En fait, ce registre, on avait commencé à l'explorer avec Olivier Maffre. Et donc, c'était plus pour mémoire. Et après, effectivement, est-ce qu'on le met en priorité? Donc, effectivement, il y avait eu déjà des échanges avec des collectivités. Et, voilà. Mais il avait été juste exploré, quoi. Très bien. Je vous propose d'avancer, c'est de vos messages. Merci à Cyril Courroucé. Alors, c'est à la fois une question et une forme de témoignage par rapport à l'intérêt pour la démarche. Je suis assez preneur qu'on continue l'échange en direct, Cyril, si ça vous convient. Je crois que, il me semble que c'est avec elle que vous en aviez discuté, mais justement pour à la fois introduire ce que ça veut dire, parce qu'on utilise beaucoup de gros mots entre MAS, MSP et deux, trois autres sigles assez affreux. Donc ça mérite qu'on fasse ce travail d'interface justement avec vous et qu'on puisse réfléchir ensemble à ce que ça peut vouloir dire, notamment dans le contexte de territoires périurbains, ruraux. Je peux peut-être quand même mentionner un projet en gestation avec un territoire qui est de nature, on va dire, à la fois périurbain et rural en Savoie, à côté de chez moi, qui porte sur des sujets de covoiturage et qui en fait, potentiellement, serait dans une logique justement pour plusieurs collectivités du territoire, donc plusieurs agglomérations et regroupements de communes et avec le département, de se dire comment on peut avoir des initiatives sur le covoiturage qui aillent au-delà simplement des plateformes de covoiturage qui sont mises à disposition aujourd'hui, mais y compris dans le financement, sur le modèle de ce qui se fait en Île-de-France, où en Île-de-France, aujourd'hui, il y a la région qui en fait finance des trajets individuellement, donc finance les conducteurs directement via les fournisseurs de services comme Plaxi qui a pris la parole tout à l'heure. Donc
Donc ça pourrait être le type de coopération et qui, dans un contexte rural, en fait, nécessite à la fois l'intervention peut-être du département, peut-être de la région, qui a aussi des compétences, mais sur lequel il y a aussi des collectivités locales, enfin, à l'échelle de regroupement de communes, qui sont pertinentes parce qu'aujourd'hui, parfois, elles financent déjà des choses, même si elles ne sont pas toujours AOA, elles ne sont pas toujours autoritaires organisatrices, ou elles ne le sont plus, mais elles peuvent être cofinanceurs d'initiatives en la matière. Et du coup, on se retrouve sur une logique de coopération notamment interterritoire à l'échelle d'un bassin de vie. Par exemple, pour le covoiturage, mais ça peut être en lien effectivement avec du rabattement ou de l'intermodalité entre transport public lourd et autopartage, par exemple. Il y a des choses en Normandie qui sont en gestation aussi. C'est ce type de choses qu'on peut avoir. Voilà. Je pense qu'après, il faut qu'on poursuive l'échange ensemble là-dessus, si ça vous intéresse. Un cahier des charges eh bien, pas de problème pour échanger. On a nous pour objectif d'avoir des choses justement pour novembre. Donc, si on prend date maintenant, ce que je vous invite à faire ici directement de ce webinaire, on va pouvoir, avec Bordeaux, comme avec d'autres métropoles, monter des choses. Mais c'est vraiment, on est exactement dans le timing dont on parle. Ça correspond en fait exactement à cette logique d'acteurs dont vous faites partie, si je comprends bien, à Bordeaux, où vous allez mettre les mains dans le cambouis en 2022, et nous aussi, et donc c'est là où il y a quelque chose à faire ensemble, et du coup ça se discute maintenant, parce que 2022 c'est quand même très bientôt. Je vous propose de passer à la suite. Est-ce que tu as eu la question de Suzuki sur oui, c'était à ça que j'essaie de répondre avec Bordeaux Métropole. Et Odile me pose une question sur l'inclusion et les associations comme nous. Ça fait partie des acteurs avec qui on échange et qui sont effectivement des acteurs qui, pour le coup, WeMove est vraiment sur la mobilité, mais qui peut être intéressés par ce type de travail. Donc, pour l'instant, on a des échanges, mais on n'a pas encore allé plus loin. Mais en tout cas, c'est vraiment un des aspects pour moi aussi de l'ouverture. C'est plutôt d'aller chercher des acteurs qui sont concernés, qui spontanément ne vont pas juste venir parce qu'on a pu le fait qu'on allait faire un groupe de travail sur le sujet, parce qu'ils sont occupés par plein de choses, mais qu'on puisse aller les chercher. Il se trouve que, comme on les connaît chez WeMove, on va essayer d'aller les chercher, mais on est tout à fait preneur aussi de ce type de connexion. Je précise aussi, Ghislain, que sur la partie historique MOB, c'est-à-dire compte mobilité en tant que tel, on a travaillé avec WeMove, donc on a déjà initié des travaux conjointement avec eux, et on va poursuivre bien sûr sur cette partie standardisation. Tout à fait. Alors, pour terminer, on vous propose de terminer sur finalement le call to action en bon franglais. C'est-à-dire comment passer à la suite ensemble. Alors, certains d'entre vous ont déjà dit comment on peut soit faire un cahier des charges ensemble, soit tester les choses, donc c'est plutôt bon signe à nos yeux. Grâce à PowerPoint, on a tout en désordre, mais c'est pas grave. Le premier sujet, c'est très très original dans cette présentation PowerPoint, le premier sujet finalement qu'on lance, c'est une notion de consultation. Il y a plusieurs d'entre vous avec qui on a eu la chance déjà d'avoir des entretiens individuels. Il y en a d'autres avec qui on va en avoir, par exemple avec Zuki à Bordeaux Métropole, j'espère. Donc on va continuer ça, mais il y a l'idée que tout le monde n'a pas forcément le temps à la fois, soit pour un groupe de travail de 2 heures, soit pour un entretien individuel. Donc en tout cas, on ouvre cette consultation sous forme d'un questionnaire qui est disponible en ligne, qu'on va bien sûr vous envoyer, qui vous permet en prenant 5 à 20 minutes, finalement, de nous faire part à la fois de ce qu'est votre niveau d'expérience aujourd'hui et du type d'attente que vous avez par rapport à une démarche comme celle-ci. Pour nous, c'est important parce que c'est cette synthèse qu'on veut préparer pour début novembre, elle doit nous permettre vraiment être intégrée à la base de nos travaux de cadrage en disant, voilà, là, on cherche à répondre aux besoins et aux attentes de tels acteurs. Il y a aussi peut-être des craintes ou des objections qui ont été levées auxquelles il faut répondre et qu'il faut prendre en compte. Donc, si vous avez entre 5 et 30 minutes en fonction d'une contribution que vous voulez avoir, votre contribution est vraiment la bienvenue à travers cette consultation, et c'est un préalable à un format de travail en direct pour le mois de novembre. De manière plus générale, et dans le même formulaire d'ailleurs, au même endroit, je vous propose de nous indiquer le type
de participation que vous souhaiteriez avoir, donc en référence aux 3 niveaux précédents ou aux 3 formes d'implication. Donc vous avez même le droit de cocher plusieurs cases, ça tombe bien. Le type de coopération que vous voulez avoir pour que vous puissiez aussi vous mettre dans les bonnes boucles, soit pour justement fixer des ateliers, des entretiens, ou vous tenir simplement informé, ou faire des propositions spécifiques par rapport à vos attentes. Et puis la troisième prochaine étape finalement, c'est des ateliers de cadrage pour novembre, peut-être fin octobre pour le premier d'entre eux. C'est sur la base de la consultation. Enfin, la consultation, ça nous donne un certain nombre de matériaux. On a eu aussi beaucoup d'échanges avec plusieurs d'entre vous. On va en avoir d'autres. On a ce benchmark que j'évoquais tout à l'heure. Donc, tout ça, ça nous permet de poser des premiers scénarios, de mettre des choses sur la table plus concrètes qu'aujourd'hui, finalement, quelles interfaces on propose de standardiser, quels outils pour répondre à quels besoins identifiés. Et l'idée, c'est vraiment de travailler avec vous. Et notre proposition est déjà de séparer finalement les grands profils de contributeurs, c'est-à-dire d'avoir un atelier dédié plutôt AOM, acteur public, à un autre plutôt acteur du mass, au sens large du terme, comme je l'évoquais tout à l'heure, et puis un autre plutôt orienté sur les MSP, donc sur les opérateurs de mobilité, pour tenir compte aussi de regards différents et de besoins différents par rapport à ça. À charge pour nous d'en faire une synthèse, de voir aussi s'il y a besoin d'ateliers complémentaires qui pourront être décidés avec les uns les autres, avec vraiment ce premier objectif en novembre d'avoir des premières choses concrètes qui ont été discutées, qui ont été travaillées collectivement et éventuellement individuellement, avec des priorisations, et faire en sorte qu'à fin novembre et à la fin de l'année, on ait un scénario de référence sur ce qu'on fait. Je parle finalement de scénario parce qu'on sait aussi qu'on fera évoluer par la suite. On est en train de poser les bases d'un travail plus long et il y aura des évolutions, mais on a une première base partagée et qui permet aussi par certains aspects de répondre à la demande de M. Zucchi, par exemple, sur un cahier des charges à Bordeaux ou ailleurs, de choses à intégrer, parce qu'on aura déjà des éléments de cette nature dans le travail qui va être fait pour le mois de novembre. Donc, prochaines étapes, cliquez sur le lien qu'on va vous envoyer pour à la fois finalement indiquer le type de participation que votre organisation peut avoir. C'est pas forcément ferme, ça peut évoluer. Éventuellement prendre du temps pour cet aspect de consultation. Et puis pour ceux qui sont prêts à avoir aussi un niveau d'implication supérieur, de nous retrouver fin octobre et au mois de novembre pour un ou plusieurs ateliers de cadrage. Et à ce moment-là, le fait que vous soyez signalé, on trouve des dates avec vous collectivement pour fixer des dates avec tout simplement ceux qui ont prévu de participer. Peut-être que cette étape suscite des questions, sachant que c'est notre dernière slide avant les remerciements d'usage. Donc il nous reste 10 minutes de questions. Gilles Braca, qui donc est chef de projet côté fabrique de mobilité, vous a mis dans le chat le lien vers la consultation, vers le formulaire, que vous pouvez bien sûr diffuser largement, qu'on sera amené nous-mêmes à diffuser suite au webinaire. Alors, et si une start-up privée se lance dans un projet de masse en France, c'est une question de Saïd Charifi. Après fin 2022, à quel point elle peut appliquer tous ces standards? Après fin 2022, je veux dire que ça devrait être un no-brainer, si on a bien fait notre travail du moins. Mais effectivement, pour un acteur qui lance un projet autour du MAS après 2022, l'idée, c'est dans la mesure du possible d'échanger avant, d'être en avance de phase, parce que le travail de 2022, finalement, peut préparer votre implémentation et votre mise en œuvre de 2023. Et c'est tout le sens, finalement, aussi de ce programme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Vanessa, Guillaume ou Gabriel, vous voulez éventuellement reprendre la parole, compléter par rapport aussi à ce qui a été dit, à ce qui a été posé comme question, si vous aviez peut-être une réaction complémentaire? Il nous reste 3-4 minutes, mais on peut livrer les gens en avance. Le temps de préparer la prochaine vidéo dans 5 minutes. Je ne sais pas si tu veux commencer, Gabriel. J'ai dit que c'est bon, moi c'était très clair, donc j'ai rien à ajouter.
Gabriel a tout compris du programme. Donc, on a rempli la moitié de notre objectif au moins. C'est déjà un bon début. Non, moi, je voudrais juste finir par quelques mots mobilisateurs, c'est-à-dire, effectivement, je pense que la richesse de cette démarche, elle va aussi beaucoup dépendre du coup de la participation des différents acteurs à la réflexion et au fait qu'on puisse concrètement mettre en œuvre aussi des choses dès 2022 avec les plus avancés sur ces sujets-là. Donc, effectivement, merci à tous de participer ou n'hésitez pas en tout cas à minima à renseigner le questionnaire pour qu'on puisse avancer rapidement là-dessus. Tout à fait. Et donc, même si on a déjà eu des contacts directs avec beaucoup d'entre vous, il ne faut pas hésiter à nous recontacter. Les 3 contacts que vous avez là et que vous retrouverez dans la présentation qui est déjà en ligne. Yann est un bon point d'entrée, Yann Bergamaschi. Je ne sais pas si Yann, tu veux allumer ta caméra, que les gens voient ta tête, mais Yann a vraiment une responsabilité particulière sur les relations avec tout l'écosystème et s'assurer qu'à la fois, non seulement les informations finalement circulent bien, mais aussi créer du lien entre tous les acteurs. Cette dynamique d'ouverture aussi, s'assurer que et aller chercher aux besoins des nouveaux acteurs en fonction des besoins. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter Yann, qui est un bon point d'entrée. Puis Vanessa et moi-même, qui étions là aujourd'hui, on est aussi à votre disposition. Et puis, il y a Merci en tout cas pour ce temps. Oui. Une petite question technique, Ghislain. Est-ce qu'il est possible de revisionner plus tard ce webinaire? Absolument. Je dis ça absolument. En tout cas, j'ai démarré l'enregistrement au début. Donc, si tout s'est bien passé, je fais la vidéo dans quelques minutes et donc on la mettra en ligne. Et comme toutes les ressources du projet, donc aussi bien le questionnaire dont on vous a parlé, le support présentation, les choses précédentes, c'était mis au début du chat, mais je vais essayer de le remettre. Il y a un lien indispensable qui est le wiki, la fabrique sur lequel on documente l'ensemble de la démarche. Donc, on met toutes les ressources, on va dire, utiles et publiques qu'on peut trouver et produire. Donc, je vous remets le lien ici. Ce lien, du coup, on met à jour, cette page wiki, on la met à jour régulièrement avec les nouveaux documents, les événements aussi. Vous y trouvez l'AIMI pour les territoires et pour leurs partenaires. Vous y trouverez cette présentation. Et quand on aura et bien sûr, on y mettra la vidéo dès qu'elle sera disponible. On la reverra aussi et on vous renverra tout ça de façon par email puisque vous avez la gentillesse de vous inscrire. Et puis après, la page LinkedIn et de la communauté reste assez active, notamment sur les actualités du projet. C'est en général relayé aussi côté Capgemini Event. Donc n'hésitez pas, que ce soit sur Twitter ou sur LinkedIn, qui ont la chance de ne pas être comme Facebook et pour l'instant ils sont en ligne. Donc on peut s'en servir. Et vous pouvez également, sinon, voilà. si ça vous intéresse également, aller visiter la page de MOB du programme historique. C'est aussi intéressant pour la partie compte mobilité. Exactement. Tout à fait. Il y a une newsletter. Non, on a monté une newsletter. Je ne sais pas si Julie ou Yann, vous avez le lien sous la main, mais on le remettra dans l'email. Si vous préférez plutôt ce mode de communication, donc recevoir dans votre boîte mail les informations régulières, et ben en fait vous en recevrez par email via la mailing list du projet. Donc, il y en a pour tous les goûts. Merci à toutes et à tous. Et merci pour vos remerciements. On espère avoir de vos nouvelles bientôt pour plusieurs d'entre vous, que ce soit via la consultation, en direct par email ou pour monter un rendez-vous lié aux différents projets. On est à votre disposition et donc nous, on ne manquera pas de vous tenir au courant de la suite. Merci encore et on vous souhaite un bon après-midi.